Bonjour à tous, bon début d'année 2021. 2020 est derrière nous, nous débutons cette nouvelle année et on conserve quand même de l'an dernier ce avec quoi on a eu du succès, ce qui nous a fait plaisir, ce qui nous a fait du bien, c'est-à-dire la chronique livre de la chaîne Bienvenue chez Malo. D'ailleurs, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de Bienvenue chez Malo, y adhérer. On est toujours ouvert à vos commentaires. J'adore parler de livres, j'adore vous partager. On reçoit beaucoup d'approbation de votre part et je vous remercie d'avoir été là l'an dernier. Je vous remercie à l'avance d'être encore là cette année et on va aller dans toutes les zones littéraires possibles et impossibles, encore une fois. Et on en a la preuve aujourd'hui, alors qu'il sera question de bande dessinée. Vous êtes probablement encore en congé des fêtes au moment où on se parle. Peut-être que dans votre coin, les librairies sont fermées. Vous pouvez toujours commander, vous pouvez toujours attendre à la semaine prochaine. Ça va réouvrir, les commerces vont réouvrir et vous allez pouvoir vous procurer ce qu'on va vous suggérer aujourd'hui. D'entrée de jeu, j'intègre ma complice du jour, chroniqueuse invitée. Et je vais vous dire pourquoi c'est elle que j'ai choisie. Alors, il s'agit de Sonia Patnaud. Bonjour, Sonia. Comme d'habitude, c'est un classique. On a un problème de son. Est-ce que tu m'entends bien? Là, je t'entends très bien. Ah, génial! Comment ça va? Ça va tellement bien. T'es donc fin de m'inviter. Et, écoute, je vais expliquer aux gens dans une seconde pourquoi c'est toi qui as été choisi, qui a été l'élu de cette première chronique de l'année 2021. D'abord, je veux te souhaiter une bonne année. Une seconde, je vais faire un gros dégât. Bouge pas. Ça commence bien. On aime ça. C'est pas une vraie chronique tant qu'il n'y a pas un pépin. Bon, Hey, tu vas Sonia, expliquer aux gens. Oui, je t'écoute. je te souhaite une belle année 2021. T'es fin. Je t'en souhaite Remplie, demain, monsieur. oui, remplie de tout ce qu'on n'a peut-être pas eu en 2020 ou qu'on a arrêté d'avoir. Sonia, tu es coordonnatrice du Centennial, qui est le théâtre qui se trouve, corrige-moi si je me trompe, mais qui se trouve sur le campus de l'Université Bishop, C'est bien ça. université anglophone dans un district de Sherbrooke, Québec. Je le précise pour nos amis français OK. qui veulent un peu nous situer parce qu'on va parler d'une BD aujourd'hui. Mhm. Je veux partager tout de suite la couverture de cette bande dessinée. J'ai très hâte de savoir ce que tu en as pensé. Alors, moi, c'est mon gros coup de cœur fin 2020, début 2021. Un cowboy dans le coton, le plus récent album de Lucky Luke. C'est aux éditions Lucky Comics et c'est en fait, de HD et de Jules qui ont pris le relais de Morris, en fait, mais d'après Morris. Et tout d'abord, juste savoir, je t'ai choisi, en fait, tout à fait par hasard pour commenter cette bande dessinée-là parce que en novembre, fin novembre 2020, on s'est rendu à la même librairie au centre-ville de Sherbrooke. Hey. On les salue, librairie Appalache. On s'est rendu peut-être à 1 heure d'intervalle sans se voir. On a acheté la même bande dessinée et j'ai trouvé ça très drôle quand tu l'as partagé sur les réseaux sociaux. Puis par la suite, je me suis dit, hey, je veux parler de cette bande dessinée-là. Il n'y a personne d'autre que Sonia pour m'en parler parce qu'elle l'a acheté au même endroit que moi. Je pense qu'elle aime la bande dessinée. D'abord, comment ça se fait que tu achètes de la bande dessinée? Hey, je dois t'avouer, c'est la première bande dessinée que j'achète. Ben voyons donc! J'ai lu des bandes dessinées toute ma jeunesse. Vraiment, les Lucky Luke, les Spirou, les Pif, les Gaston, les Boulet Bill, Yoko Écoute-nous. Tsuno. Écoute, j'en ai lu, j'étais toujours à la bibliothèque, mais d'en acheter une, ça ne m'était jamais arrivé. Et donc, j'ai entendu une chronique à Radio-Canada qui parlait de la sortie de ça. Là, j'écoutais, je pense, Plus on est fou, plus on lit. Et puis, Oh, j'ai entendu, ça s'en venait le 1er novembre. Donc, un peu plus tôt, en octobre, je me suis rendue, je pense, la fin de semaine que Appalache ouvrait leurs portes. Et je l'ai commandé parce qu'il devait sortir le 1er novembre. Vient le 1er novembre, il n'était pas encore arrivé. Je crois qu'il est arrivé la 2e semaine de novembre. Et aussitôt que c'est arrivé, je l'ai dévoré parce que je n'avais pas lu de Lucky Luke depuis l'âge de 12-13 ans peut-être. ah oui, vraiment. Oui, oui. J'ai lu un petit peu de manga entre-temps, puis ça m'a intéressé beaucoup, mais
sans plus. C'était un cadeau que mes filles avaient reçu. Bon. Mais quand Lucky Luke est sorti, je me suis dit, mais là, c'est important, il faut que j'aille lire ça. Et je ne m'étais pas tenue au courant de tous les changements. Et bon, je l'ai dévoré en moins de, je sais pas moi, en moins de 3 heures. Ben, je te trouve bonne. Moi, en fait, je l'ai acheté. Même jour que toi, je me suis rendu à la librairie Appalache. Le seul but que j'avais, c'était d'encourager la librairie, une nouvelle librairie qui a ouvert il y a quelques mois à peine à Sherbrooke. Et je suis tombé sur cette bande dessinée-là. Moi, j'avais lu tous les Lucky Luke pratiquement et je me suis dit, je vais l'acheter. Mais moi, je l'ai fait emballer par la dame de la maison. Elle disait, je l'apprécie encore plus le 24 décembre. Et quand je l'ai déballé, moi, les gens qui veulent m'offrir un cadeau, ils ont 2 choix, c'est pas compliqué, c'est des bandes dessinées ou des billets pour la maison du cinéma. C'est la seule affaire qui m'intéresse. Et quand j'ai déballé Lucky Luke, j'avais un sourire parce que je me disais, bon, ben, je sais c'est quoi. Mais finalement, il y avait une surprise aussi. Madame avait ajouté une autre bande dessinée qui est l'Argo Winch, en fait, Les Voiles écarlates. Alors, c'est le 22e de la collection et j'ai la collection complète. Bon. Maintenant, Lucky Luke, bon, ça existe depuis toujours. Je pense que la première parution de Lucky Luke, c'est quelque part en 1947 dans un journal de Spirou. Ça fait quand même longtemps. Quand tu pensais de l'histoire, raconte-moi un peu l'histoire de ce plus récent album, Un cowboy dans le coton. Bien, c'est Lucky Luke qui est en vacances. Il est bien, il est en vacances, il prend un verre dans un des nombreux saloons que l'on connaît avec des personnages assez colorés déjà, mais il est en vacances. Et quelqu'un mentionne, « Ah, ce serait-tu plate que quelqu'un arrive, cette personne-là arrive, le chaos commence. » Et là, il apprend d'un notaire qu'il hérite de la plus grande plantation de la Louisiane, la plus riche en plus. De coton. De coton, oui. La plus grande plantation de coton en Louisiane qui lui a été léguée par Madame Pinkwater, qui était une fan finie qui n'avait pas d'héritier ou pas d'héritier intéressé. Et le voilà qui devient propriétaire d'une plantation de coton qui est, pas gérée, mais plutôt qui est habitée et qui est, c'est quoi le mot que je cherche? Le mot, je veux dire géré, laissée mais... vacante, en fait. Là, Oh oui. Alors, il se retrouve en Louisiane et puis il rentre dans ce palais qui lui est dédié parce que cette dame avait toute admiration. Elle avait lu au sujet de Lucky Luke durant toute sa vie. Et puis là, elle le trouvait que c'était un homme bon. Elle a dit, ben c'est lui qui va hériter. Et il rentre là, il rentre dans son palais. C'est un peu un musée. Hein? On peut dire ça comme le ça. musée de Lucky Luke, là, c'est une fan finie qui a des photos de Lucky Luke où on le voit progresser dans le dessin aussi. Tu as des cartes sur le mur. Ça, c'est du gros bonheur voir ça. C'est délicieux parce que c'est une rétrospective sans qu'on s'y attende. Donc, tout ça pour dire que, bon, Lucky Luke, il est là, il devient propriétaire, il n'en a rien à sacrer, c'est pas ça qu'il veut, il n'est pas comme ça. Et là, il apprend comment ça se passe dans le Sud, comment tout le monde craint tous les esclaves noirs qui ne sont plus esclaves parce que l'esclavage a été aboli 5 ans auparavant son arrivée. Oui, c'est ça, on précise, la guerre de sécession est terminée, l'esclavage a été aboli. Lucky Luke, en fait, pour la première fois en 80 albums, il y en avait eu un en remontant le Mississippi, là, où il était seulement de passage, mais pour la première fois, il débarque dans le sud des États-Unis. Il n'était jamais allé. Il arrive justement à cette plantation en Louisiane. Alors, lui est en plus au nord. Ces histoires-là d'esclavage, il y a vraiment, sans dire une égalité à 100%, mais les Noirs, ils les côtoient, il n'y a pas de problème. Et en fait, il y a eu dans les 80, dans les 79 albums précédents, pratiquement pas de gens de couleur dans ces albums-là. J'ai réalisé ça en le lisant, en fait. Alors, Lucky Luke débarque dans un monde où il y a beaucoup de ségrégation raciale, en fait. Là, et lui, son but, c'est de passer la plantation de coton aux employés. Mon Dieu, Lucky Luke est un précurseur des coopératives. Absolument, un peu ça. Et il rencontre en chemin un bon ami, un des premiers shérifs noirs Bass Reeves. qu'on n'a jamais... En tout cas, moi, je ne connais pas toute l'histoire des Noirs d'Amérique et tout ça, mais ça, c'est vraiment une nouvelle. On apprend que c'est un des premiers et aussi qui parlait plusieurs langues, donc il parlait l'anglais, il parlait des langues autochtones. Oui. C'est extraordinaire. Puis durant tout
toute la lecture. En premier, je l'ai lu sans rien savoir. Ouais. À ton invitation, je suis allée creuser un petit peu dans l'historique de Lucky Luke. Je suis allée creuser un petit peu dans l'historique de ce tome-là, particulièrement les personnages qu'on rencontre. Il y a tellement de références à des événements politiques, des événements culturels. C'est fantastique qu'ils nous prédisent un petit peu l'avenir. Ah! C'est délicieux! C'est du gros bonheur. Puis je l'ai lu un peu comme toi. Moi, je dévore parce que, mon Dieu, je l'attendais. Je l'ai déballé le 24, mais ça faisait un mois que je l'avais. Je savais que j'allais lire ça. Mais ce que j'adore de la bande dessinée, et c'est particulièrement vrai dans Lucky Luke, c'est qu'il y a un cours d'histoire à travers ça. Moi, je recommande beaucoup aux parents dont les enfants n'aiment pas lire d'acheter de la bande dessinée. Et c'est souvent mal vu de la bande dessinée, là. Je veux juste mentionner que pour Un cowboy dans le coton, le scénariste a fait 4 ans de recherche pour traiter de ségrégation raciale, mais de la bonne façon. Il y a beaucoup de travail derrière cette bande dessinée-là. Je parle de Jules, bien sûr, qui est le scénariste, donc qui s'est documenté. Le dessinateur HD, Hervé Darmenton, de son vrai nom, qui a réduit son nom, lui, il a une des plus grandes collections de photos sur les États-Unis. Alors, quand on voit sur la couverture, et je vais le repartager, on a Lucky Luke à égalité avec Bass Reeves, qui est un gars qui a existé, là. C'est un vrai personnage historique. Mais derrière, on a des membres du Ku Klux Klan, qu'on appelle le clan dans la bande dessinée. Et on voit leur chapeau. HD, le dessinateur, est allé chercher, parce qu'il y a eu plusieurs versions de tenues pour le Ku Klux Klan, et il est allé chercher les chapeaux de la première heure. Il y a vraiment un travail de recherche. Ce n'est pas un dessin irréfléchi. Vraiment, tout a été hyper pensé dans cette bande dessinée-là. Alors, j'ai trouvé que l'histoire était drôle. On ne tombe pas dans les clichés. On parle de ségrégation raciale. Mais parfois, on voit des Blancs qui disent des énormités en Louisiane et tu as le goût de déchirer des pages tellement tu dis ça n'a aucun sens, mais ça existait. Ça a été Absolument. ça, la réalité. Ce qui est fantastique de ça, parce que c'est ça, on passe bande dessinée, on passe divertissement, oui, allô, c'est fini, c'est comme les Simpsons. Les Simpsons, c'est pas une bande dessinée, c'est un commentaire social. Oui. Et donc, c'est extraordinaire. J'aimerais retourner relire des choses. Tu sais, j'aimerais ça retourner relire Gaston Lagaffe, relire Yoko Tsuno, parce que moi, c'était une héroïne. Hey, c'est une fille qui faisait une espionne à 10 ans, 12 ans. Je voulais être une espionne. Ben, rêve, moi, là. Donc, c'était mon héroïne. Et malgré tout, tu sais, quand Lucky Luke, c'est devenu une marque de commerce, c'est devenu des jeux, c'est devenu une jeu vidéo, mais je pense que l'essentiel revient tout dans un volume qu'on peut tenir entre les mains et lire. Ouais. C'est bien beau l'amener au cinéma, sauf Astérix. Astérix, c'est bien le fun au cinéma. Peut-être que je le connais plus, mais en tout cas. Ouais. Mais c'est tellement riche de choses, des clins d'œil à des films, des clins d'œil aux personnages qu'on va connaître dans notre époque moderne, des Huckleberry Finn, Tom Sawyer, c'est comme inévitable de les rencontrer dans les bayous. On entend le Cajun parler, on le lit, mais on l'entend. C'est ça qui est fantastique, je trouve, d'une bande dessinée. Oui, vraiment. Et à la fin, il y a toujours une note historique parce que celui qu'on voit sur la couverture, Bass Reeves, je l'ai mentionné tantôt, quelqu'un qui a vraiment existé, a vécu de 1838 à 1910. En fait, lui est issu d'une famille d'esclaves. Il a été lui-même esclave à un moment donné, est allé vivre avec les Autochtones, mais est devenu probablement le premier marshal adjoint. Il a arrêté 3000 bandits pendant son règne. Et ce qu'on découvre, et ce que, en fait, le dessinateur et le scénariste ont découvert en faisant leur recherche, c'est que ce qu'on appelle des cow-boys, on a toujours le beau cow-boy blond aux yeux bleus, mais 25 des cow-boys étaient des Noirs et tu en avais une grosse portion d'hispanophones également pour une raison très simple, c'est que ça payait $1 par jour d'être cow-boy. Alors, qui héritait de ces jobs-là? Voilà. C'est drôle parce qu'on les voit, on les a jamais vus en bande dessinée, on n'a jamais vu de cow-boy noir ou excessivement rare. Et là, on fait une place à ce personnage, Bass Reeves, un personnage qui a existé et on voit sa vraie photo, en fait, qu'ils l'ont mis. Et c'est ce que je trouve très précieux des bandes dessinées de Lucky Luke. C'était vrai dans le temps de Morris. Et moi, je sais pas comment tu as trouvé le dessin versus
les albums de la première génération avec Morris, scénarisé par Goscinny, par exemple. Comment tu as trouvé ça? Ben, sais-tu, j'ai pas une grande référence parce que ça fait tellement longtemps que je Oui, les ai lus, mais moi, je me suis pas perdue là-dedans. Là. Pour moi, non, c'est très fidèle. oui, Il y totalement. a, tu sais, historiquement, il y a des choses qui ont changé. La cigarette de Lucky Luke est devenue Un un brin d'herbe. sous-foin. Ça, c'est vraiment intéressant. Oui, Mais tu sais, c'est quelque chose que j'ai pas vu cette évolution arriver. Genre, je l'ai lu, mais là, je fais ah ben oui. Et je trouve ça fantastique. Ça s'appelle Les aventures de Lucky Luke d'après Morris. oui, Cet hommage-là, il est oui, génial. tu as Et tellement raison. oui, et tout est d'après Morris, même ici, là, HD et Jules, mais aussi d'après Morris. Fait que Toujours. non seulement l'édition, mais ces gens-là ont travaillé d'après l'œuvre de l'instigateur de ce personnage. C'est drôle parce qu'on le ressent beaucoup, l'immense respect de la relève. Tu sais, les gars sont rendus dans la quarantaine, cinquantaine, mais l'immense respect qu'ils vouent à ces dieux de la bande dessinée comme Morris. Et dès la première page, tu as HD qui fait une dédicace à Albert Uderzo. Albert Uderzo qui était, bon, qui a travaillé sur les Astérix énormément, mais qui dit, ça a été un mentor pour moi, il m'a donné un bon coup de main. Il y a une page complète consacrée à Morris avant le début de la bande dessinée en disant c'est un génie du 9e art. Oui, effectivement. Et moi, ce que j'ai toujours reproché à la succession d'Hergé dans le cas de Tintin, c'est que ça a fini là. Et pourtant, il y avait tellement de place à plus. Au moins, la succession de Morris a permis, il y a eu une espèce de transition, une passation de pouvoir et ça permet qu'on puisse encore faire vivre des aventures de Lucky Luke, le jeune Lucky, il rentre en plan. On les voit encore dans l'imaginaire. Et là, je trouve même qu'on a donné une vocation sociale, une vocation éducative au Lucky Luke sans que ça soit plate. C'est C'est toujours ça. aussi divertissant. Et ça, bravo à la succession de Morris, bravo aux gens qui ont permis que ça perdure dans le temps. Je trouvais ça fantastique. Je trouvais que le trait est un petit peu plus adulte que les anciennes bandes dessinées, mais comme tu dis, on ne se perd pas du tout. C'est toujours aussi captivant. Oui, puis on retrouve nos personnages qu'on adore. On retrouve bon, Jolly Jumper qui n'est pas très, très, très présent, mais qui quand même, quand il vient puis sa bulle arrive, moi, dans tout ça, toi, c'est bien beau ce qui t'arrive, mais moi, c'est moi qui en subis les conséquences. Et les Dalton qui sont vraiment extraordinaires, qu'ils soient dans une swamp ou dans un bar en train de, en ligne, attachés un pied à l'autre, et puis Avril, c'est fabuleux. C'était vraiment un beau voyage. Puis, ben moi, ça m'a permis, quand les bibliothèques vont ouvrir, là, Oui. je vais retourner à la bibliothèque et je vais aller réemprunter ces livres-là parce que j'avais cette anticipation de « Ah, c'est fantastique, j'ai ce bel objet que je vais découvrir », puis sans le savoir, apprendre plein de choses à plusieurs niveaux, même dans la dernière case, au Ah, niveau musical. oui. Et moi, j'ai longtemps fait du gospel, donc j'ai fait Ah, voyons donc, ça se peut pas. c'est vrai. En tout cas, on ne veut pas vous dire tout, là, parce qu'il faut que vous le procuriez. Oui. C'est vraiment extraordinaire. Ce qui est toujours drôle aussi dans les Lucky Luke, ce sont les anachronismes parce que tu vois qu'à la fin, les Noirs du sud des États-Unis peuvent se permettre de rêver en disant, puis tu as une petite fille qui dit, moi, un jour, je vais être journaliste, puis l'autre, moi, je vais être président des États-Unis. Ce sont des enfants, puis là, il y en a un qui dit, ah, excusez, là, Barack et Oprah ont de grandes ambitions. C'est vraiment du bonheur. Moi, je trouvais ça, wow, wow. Oh oui. Et c'est un beau clin d'œil de dire, regardez, là, c'était la situation, ça va évoluer. Mais en même temps, c'est correct d'en parler parce que cette bande dessinée-là est sortie dans le dernier trimestre de 2020. On a eu la mort de George Floyd au cours de l'année 2020, le retour du Black Lives Matter également. Alors, c'est toujours beaucoup d'actualité, ces espèces d'écarts entre les Afro-Américains, les Blancs. Je trouvais que c'était tellement à propos cette année qu'on nous sort ça. Il n'y a rien comme les arts pour nous faire réfléchir, nous faire évoluer. Et la bande dessinée, c'est le 9e art. Absolument. Je suis bien d'accord avec toi. Alors, je rappelle, je repartage ce titre-là. Il s'agit du plus récent album de Lucky Luke. On espère que ce ne sera pas le dernier, mais je ne penserais pas. Un cowboy dans le coton.
Première présence de Lucky Luke en 80 albums dans le sud des États-Unis, alors en Louisiane. C'est aux éditions Lucky Comics. Bon, ce n'est pas de Morris, évidemment, mais c'est d'après Morris, de HD et Jules. Je vous invite à les découvrir. Ils gagnent vraiment à être connus. Je pense que c'est le deuxième ou troisième album de Lucky Luke qu'ils commettent ensemble. Il y a eu dans le passé des gens qui se sont essayés. Ça a été bon également. Mais là, j'ai l'impression qu'on tient un bon duo pour plusieurs albums encore. Et je respecte énormément cet ouvrage-là. Je vous le répète, 4 ans de recherche pour traiter de ségrégation raciale de la bonne façon. On a emmené les Dalton dans l'album. Ben oui, ils sont là pour garder l'élément comique et ils n'ont pas perdu leur aspect caricatural aussi, les Dalton. C'est vraiment, vraiment fantastique, vraiment bien. Sonia, dis-moi, comment ça va se dessiner ton année 2021? Évidemment, on est encore un peu dans l'inconnu. Début d'année, tout est fermé encore une fois. Mais au Centennial, comment on aborde la prochaine année? Bien, nous, à l'automne, on est devenu une salle de classe, étant donné Oui, l'ampleur de la salle. On pouvait accommoder des classes avec une distanciation physique appropriée. La technologie y était aussi. Bon, un écran géant pour que les gens qui sont à la maison puissent être en contact avec leurs profs. On anticipe la même chose le semestre prochain. À raison d'une classe, par contre, donc c'est moins ardu. On souhaite tranquillement revoir nos locataires parce que nous, on est vraiment un espace locatif. On ne produit pas de spectacle. oui. J'ai des projets en tête, moi, vraiment pour le futur, parce que je sais, bon, j'aurais souhaité en janvier présenter des spectacles qu'on présente d'habitude dans la salle Bandine. Je suis co-directrice artistique de la série Musique chez nous, qui n'a pas eu lieu cette année. D'accord. Un des profs et des enseignants du département de musique ont créé la série virtuelle de l'hommage à Howard Brown, qui était le premier professeur à temps plein de musique à Bishop. Et à tous les ans, le premier concert de la série Musique chez nous lui est dédié. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé des capsules de performance 3, 4, 7 minutes qu'on retrouve sur le site de Bishop, ubishops.ca, Musique chez nous. Alors, vous pouvez voir des performances par Mathieu Désy, Fanny Godette, Ross Osmond, John Geary. Alors, j'aurais souhaité, moi, présenter les spectacles qu'on avait peut-être prévus dans Bandine, mais dans le Centennial, parce que Bandine a présentement 25 sièges disponibles. J'aurais aimé pouvoir mettre 150 personnes en couple, si vous voulez, par deux, dans le Centennial, une salle plus grande. Bon, là, je dis, bien, je ne me casserai pas le bicycle, là. Je ne veux pas booker des artistes puis dire, bien, finalement, on ne peut pas. Non. Puis là, j'ai pensé un peu plus loin. J'ai des projets plus vastes, pas juste pour le Centennial, mais plus au niveau de l'art et de la culture à Bishop. Comment est-ce qu'on peut faire aussi en sorte que les locaux d'art de Bishop pouvaient être utilisés durant l'année? Donc, est-ce que ça va ressembler peut-être, dans ma tête, ça ressemble un peu au Centre d'art et créativité de Banff dans l'Ouest. Ah, Il y a beaucoup de ressources, on a beaucoup de lieux sur le campus, on a des étudiants qui sont en administration des arts, qui doivent apprendre à gérer des lieux culturels. On va voir. ben c'est excellent. C'est une magnifique salle. En fait, c'est une salle que je trouve trop méconnue pour la région de l'Estrie, qui gagne toujours à être connue. Pour être allé voir des spectacles là, des chorales, etc., j'étais fasciné de voir à quel point on a une belle salle. Puis on va se souhaiter de pouvoir réintégrer. Lorsqu'on est en zone orange, est-ce que vous présentiez des choses quand même? Oui, on a eu, comme je te dis, c'est surtout au niveau locatif. Donc, on a reçu le Festival Cinéma du Monde qui ont fait un off qui s'appelait Off Liban. Donc, c'était un hommage au Liban suite aux explosions plus tôt dans l'année. Donc, ils ont Oui. fait un festival de 3 jours. Ils ont présenté 1, 2, 3, peut-être 8 films. Et on a eu Ah, aussi un événement cinéma avec Nathalie Platte à l'animation. Donc, on a pu accueillir les gens comme ça. C'était tout un défi. C'est le premier événement public, mais ça s'est bien passé. Et ça nous a donné le goût de le refaire parce qu'on avait l'infrastructure pour le faire. oui, alors c'est ça. Il émerge plein d'idées. Je voyais également, on aura ce printemps le Festival Cinéma du Monde. Le retour, bon, je voyais la présidente qui disait non, non, on s'enligne pour le tenir, on ne peut pas passer à côté cette année. Ouais. On espère.
J'ai reçu des billets de cinéma à Noël. Alors ça, c'est un signe que, regarde, on va y retourner. Oui, Et je oui, pense que je vais y oui. aller 3 fois par semaine quand ça va être permis. Lorsqu'on était en zone orange, on y allait. Moi, j'ai pas vu de lieu plus sécuritaire que ça. Honnêtement, je C'est dur trouvais à que c'était prendre. bien organisé. Je trouvais que je me suis pas senti une seule fois. D'abord, c'était plaisant, cette espèce de distanciation. Je comprends que c'est moins payant pour le cinéma, mais mon Dieu, qu'on avait de l'espace, que c'était intéressant. C'était les employés de la maison du cinéma étaient extraordinaires. Moi, j'adorais me retrouver là. Et pas une fois, j'ai eu un malaise à me retrouver là. Alors, on va souhaiter que, bon, les vaccins commencent, on va l'avoir, puis on va pouvoir retourner consommer des arts, on va dire ça Oui, comme ça. je t'appuie là-dedans complètement. Donc, je te souhaite des belles journées, des belles soirées au cinéma, plein de belles lectures, encore plein d'autres découvertes. Oui, C'est vraiment une effectivement. chronique intéressante. Merci beaucoup de m'avoir Merci invité. Sonia d'avoir partagé ça avec nous. Alors, retournez dans les bibliothèques quand ça va ouvrir. Allez chercher de la bande dessinée. Vos enfants n'aiment pas lire. Faites-leur lire de la bande dessinée et on commence comme ça. Moi, j'ai vraiment commencé comme ça. Mes oncles avaient des Tintins, des Astérix. Je les ai lus, mais j'ai lu énormément de livres. J'en lis un pratiquement par semaine maintenant, mais ça a commencé avec la bande dessinée. Il y a énormément de vocabulaire dans la bande dessinée. On peut s'instruire avec ça. C'est pas juste des comiques de divertissement. Alors, allez-y, puis je suggère toujours ça aux parents. Merci, Sonia Patnaud. Merci beaucoup, Jannick. Bonne journée. Bye à vous. Ben, je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'être encore une fois à l'écoute. Bye.